Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième conférence de ce cycle de conférences sur l'innovation qui va nous occuper pendant l'année 2023. Et on a aujourd'hui comme invité quelqu'un qui connaît parfaitement bien le domaine de l'innovation en neurosciences. J'ai le grand plaisir de présenter Alexis Genin, qui est le directeur de l'innovation de l'Institut du cerveau, avec qui il va aussi vous expliquer que nous collaborons pour construire un grand projet ensemble pour soutenir le développement de l'innovation. Donc, un grand merci, Alexis, d'avoir accepté cette conférence. Et la Merci, Marie. présidente de cette conférence qui va assurer la discussion est une autre grande connaisseuse de l'innovation de la recherche en psychiatrie, puisqu'il s'agit de Véronique Briquet-Logier, que vous connaissez tous, qui est la directrice du Lab Fondamental et la directrice de la stratégie de la Fondation Fondamentale. Alexis, à vous. Donc, je suis très heureux de cette invitation. Merci de m'avoir convié et heureux de vous rencontrer tous et toutes. Avant de vous parler d'innovation, je vais vous dire quelques mots sur mon parcours. Je m'appelle Alexis Genin, je travaille aujourd'hui à l'Institut du cerveau et j'ai commencé par une thèse en neurobiologie dans un laboratoire qui s'intéressait aux dimensions psychiatriques des maladies génétiques. Et je suis ensuite parti à l'étranger dans l'industrie pendant quelques temps, revenu en France. Et je suis arrivé à l'Institut du cerveau qui est basé à la Pitié-Salpêtrière il y a une dizaine d'années pour construire la stratégie et les outils d'innovation. Je voudrais d'abord qu'on partage ensemble une définition de l'innovation parce que on la voit parfois de manière très large. Donc, quand je vous parlerai d'innovation, je parlerai de cette toute petite fenêtre dans la recherche qui consiste à réfléchir à des développements de produits. Donc, pas la recherche dans son ensemble, pas la clinique dans son ensemble, mais cette petite partie, innovation, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les définitions canoniques qu'on trouve de l'innovation, le processus créatif qui permet de passer d'une idée à un produit ou un service utile à quelqu'un, à des malades, des personnes malades, à des chercheurs ou autres. Et dans nos domaines, le deuxième prisme que je vais avoir dans la présentation, c'est d'illustrer ce processus d'innovation avec des exemples qui sont assez locaux. Vous allez voir des exemples qu'on a vécus à la Pitié-Salpêtrière pendant ces quelques dernières années. Mais je vais essayer aussi de vous montrer que c'est quelque chose de totalement généralisable. Et donc, ces quelques exemples qu'on a pu avoir en neurologie sont totalement transposables dans la dynamique de recherche vers l'innovation, dans toute structure qui a envie de développer de nouveaux produits ou services à destination des patients. Les premières diapos que vous allez voir, vous voyez la sobriété de la première, vont vous illustrer le fait qu'il y a, puisqu'on parle de produits, on parle d'industrie, de personnes qui vont être capables de diffuser ces innovations, donc très souvent, même si pas exclusivement, des personnalités du monde de l'entreprise et donc de l'industrie. Et dans le domaine des neurosciences d'une manière générale, donc la neurologie, mais aussi la psychiatrie, on a navigué pendant de très longues années, en particulier avec les révolutions d'après la Seconde Guerre mondiale et des années 60 à Sainte-Anne et ailleurs, sur de la pharmacologie. Et cette pharmacologie a permis de faire des vraies ruptures de traitement, mais il y a déjà fort longtemps, et s'est retrouvée, je dirais, en panne d'innovation, pas réellement en panne d'innovation, pas en panne d'idées, mais en panne de nouveaux concepts efficaces sur des populations de malades à partir des années 2000. Et ça, c'est vraiment dans nos domaines des neurosciences au sens large. Et donc, cette vision qu'il y avait auparavant, qui était très présente dans le monde pharmaceutique, assez présente dans le monde recherche et pas forcément tout le temps présente dans le monde clinique, d'un soin centré sur le médicament, a commencé à s'effilocher au fur et à mesure qu'on voyait de moins en moins de médicaments innovants dans nos domaines qui arrivaient sur le marché. Et je dis dans nos domaines parce que dans d'autres, au contraire, il y a eu un boom d'innovation, si on pense à l'oncologie, avec une multiplication considérable des petites molécules ou des anticorps monoclonaux efficaces sur des formes très bien caractérisées de cancer. Ça n'a pas été le cas dans nos domaines, encore une fois, neurologie comme psychiatrie, et ça a eu un impact violent sur l'écosystème d'innovation, puisque ceux qui investissaient dans le développement de ces nouveaux composés, qui auraient pu être plus sensibles, avec moins d'effets secondaires, plus personnalisés, ont massivement désinvesti. Et on parle des industries de la biotechnologie et de la pharma, qui à partir du milieu des années 2000, se sont focalisés sur les endroits où ils allaient gagner de l'argent, et donc, en résumé, l'oncologie, quelques autres pathologies, et ont
progressivement, quasiment tous abandonné ce domaine. Donc ça a créé un creux d'air violent dans les efforts qui étaient faits pour développer des nouvelles thérapies innovantes. Vous allez voir qu'on est à la fin de ce creux d'air parce que la nature ayant horreur du vide, ce vide a permis de faire émerger de nombreuses autres approches pour tenter d'améliorer le soin. Les premières d'entre elles capitalisent sur tous les outils qui permettent de collecter de la donnée, et vous êtes centre expert, donc vous êtes excessivement bien placé pour connaître l'importance de cette donnée fine et de la sémiologie fine sur les personnes malades. Mais derrière, tous les outils qui permettent d'en faire un traitement innovant et d'extraire du sens, vous voyez en bas à droite des signaux EEG très complexes pour déduire des réseaux fonctionnels, et sur la base de ces réseaux fonctionnels, savoir quel est l'endroit dans le process pathologique, ça peut être dans de la modélisation intracellulaire ou dans de la modélisation de circuits cérébraux, vers lesquels il faut se tourner pour avoir un impact. Cette période de désinvestissement dans l'industrie pharmaceutique a aussi fait grandir le domaine de la technologie médicale, avec une illustration que vous allez voir ensuite qui est peut-être légèrement violente, mais qui illustre le concept. Les interfaces cerveau-machine, avec là une patiente tétraplégique qui, avec des électrodes implantées au niveau de son cortex moteur, devient capable de piloter un bras articulé et dans l'image que vous voyez, de prendre une barre de chocolat. Alors, cette image est quelque part un peu violente parce qu'elle laisse penser que la technologie médicale serait forcément quelque chose qui nous rapproche du cyborg ou bien qui est implantée et donc invasive. En réalité, vous allez voir que c'est beaucoup plus large que ça et que la capacité qu'on commence à développer de décoder les signaux cérébraux permet de développer des interfaces non invasives pour que la personne malade puisse elle-même se rendre actrice de sa propre thérapie. Et puis, je ne sais pas si c'est une transition tout à fait adaptée avec le chocolat, mais des approches plus de prévention et presque hors du médical se développent aussi de façon de plus en plus structurée depuis quelques années autour de l'activité physique. Dans le domaine de la neurologie, on utilise par exemple beaucoup la danse, le yoga et autres pour la prévention des chutes dans la maladie de Parkinson. Ou bien le choix d'un régime alimentaire particulier, le rôle des probiotiques intestinaux est maintenant très, très largement documenté dans la littérature scientifique. Alors, sur cette base, et je m'excuse pour la sécheresse de cette diapositive, qui en plus est en anglais, à l'Institut du cerveau, que je vais vous présenter très rapidement, on s'est dit que tout était en fait une question d'outils, que l'envie est là, au niveau des équipes de recherche, au niveau des équipes médicales, beaucoup au niveau des équipes paramédicales qui sont un réservoir d'idées et d'innovation absolument considérable. Et on a eu une idée qui finalement était extrêmement bête, qui était de se dire créons une multiplicité d'outils à disposition de l'ensemble des personnes et l'innovation va arriver naturellement. Et il n'y aura plus ensuite qu'à la cadrer. Donc, je profite de cette diapo, même sans support visuel, pour vous dire 2 mots sur l'Institut du cerveau. Donc, c'est une fondation de recherche qui est basée à la Pitié-Salpêtrière, qui rassemble 750 chercheurs, et non seulement 750 chercheurs, mais un centre de recherche clinique pour faire des essais cliniques de phase plutôt précoce, phase 1B, phase 2, et un incubateur d'entreprise dont on va reparler. La vision fondatrice de la création de cet institut, c'est que l'innovation arrive lorsqu'on crée de la différence de potentiel entre des personnes avec des cultures très différentes. Donc, au sein de la recherche, ça peut être la recherche biologique versus la recherche sur les datas, mais c'est aussi l'interface entre des chercheurs fondamentaux et des cliniciens, la présence des idées venant des personnalités paramédicales, et au-dessus de tout ça, l'implication de startups et d'industriels qui viennent apporter non seulement du financement, mais aussi des idées, des façons de travailler qui permettent plus facilement de sortir de la simple idée et de la rendre réelle avec du prototype. Alors, sans vous assommer avec cette diapo, vous voyez qu'il y a 3 piliers d'action à notre niveau. Le premier à gauche est le développement de produits. Et pour faciliter le développement de produits, on a simplement créé des structures que je vais vous détailler un petit peu après, permettant d'accélérer le passage d'une idée vers quelque chose qui commence à se palper et qui donne l'impression que ça peut être efficace. Rien de ça ne peut fonctionner sans carburant. Donc, le deuxième pilier, POC signifie Proof of Concept, preuve de concept. C'est des financements dédiés que l'Institut a mis en place pour que toutes ces idées aient les ressources financières pour avancer et échouer souvent, on sait que c'est le cas, mais c'est le jeu et c'est pas bien grave, mais parfois réussir. Et puis, le dernier pilier, c'est le pilier de l'entrepreneuriat
Dans un monde où les grandes entreprises détestent le risque, on a besoin de relais capables de prendre du risque, de prendre des projets très précoces et de montrer qu'ils vont faire apporter de la valeur aux malades. Et on a créé pour ça 2 outils principaux, IPES, qui est notre incubateur de start-up, dont on reparlera, et ICM Tech, qui est une filiale privée qui maintenant prend des parts au capital de ces start-up. Alors, je vais vous égrener les outils. Le premier, Sleeping Beauties. Si vous vous souvenez de La Belle au Bois dormant, c'est le nom français de La Belle au Bois dormant. Le Sleeping Beauties part d'un constat. Vous avez d'un côté de la chaîne en recherche des idées biologiques très intéressantes sur ce qu'il faudrait faire pour agir sur le cours de la maladie, des modèles cellulaires ou précliniques in vivo, donc sur des rongeurs, qui permettent de valider l'efficacité de composés, et des composés potentiellement thérapeutiques qui sont dans des dizaines et des dizaines de laboratoires de chimie répartis sur tout le territoire, perdus dans des tiroirs, donc des sleeping beauties ou perdus dans des donjons, des beautés endormies qui attendent d'être réveillées. Et donc, ce qu'on a mis en place dans le domaine de la neurologie et de la neuro-oncologie, c'est le fait de proposer à tous ces chimistes excellents de nous proposer leurs molécules et de financer la preuve de concept, donc l'évaluation de ces molécules sur des modèles représentatifs de différentes pathologies. Alors, dans notre cadre un peu limité de la neurologie, c'est des modèles neurodégénératifs pour Alzheimer, pour la maladie de Parkinson, des modèles neuro-inflammatoires qu'on applique, nous, beaucoup plus sur les questions comme la sclérose en plaques, mais quand on connaît la dimension inflammatoire de beaucoup de pathologies psychiatriques, on se dit que ça pourrait servir à bien d'autres choses. Et puis, des modèles d'électrophysiologie pour des pathologies de la fonction synaptique, donc de la régulation de la transmission de neurone à neurone. Et avec ça, on a maintenant évalué quelques milliers de molécules. Quand vous voyez 50 qui est mis en gros, c'est les 50 maintenant sont à un niveau suffisamment intéressant pour qu'on pense que ce sont des possibles candidats médicaments et qui vont agir de manière spécifique sur certaines pathologies et pas sur certaines autres, sans toxicité. Puisqu'on parle d'innovation, là on est encore quelque part dans la recherche. On arrive dans l'innovation quand on commence à se dire ces molécules sont peut-être des produits. Et quand on arrive dans ce processus, ce qu'on a pensé important, c'est de reconnaître nos limites de compétences. Et notre limite de compétences, c'est l'incapacité à développer, comme le ferait un industriel, une petite molécule qui deviendra un médicament. Et on a commencé à résoudre ça en bénéficiant de mécénat de compétences. Alors, les entreprises pharmaceutiques, en plus de désinvestir de nos domaines, ça va probablement se retourner à un moment, font des plans sociaux massifs et donc tous les 2-3 ans, libèrent des compétences formidables en chimie, en gestion de projet, qu'elles mettent à la retraite de manière anticipée. Et on a eu la chance de capter plusieurs de ces compétences venant de Sanofi, donc notre géant français, qui maintenant, de manière bénévole, à l'Institut, nous aide sur ces molécules pour nous dire, bon, maintenant que vous avez ces données, ce qu'il faudrait savoir, c'est, par exemple, comment la molécule se distribue dans le corps. Est-ce que si vous avez de l'accumulation dans le foie, c'est pas formidable. Si elle se solubilise mal, c'est également pas idéal. Et donc, on rentre progressivement dans ce processus qui, là, est de l'innovation, de développement préclinique d'une molécule, jusqu'à être rassuré sur le profil de sécurité et d'efficacité, et pouvoir envisager de la proposer à des personnes malades dans des essais cliniques précoces. Le deuxième outil, dont on a été assez surpris d'ailleurs de son efficacité, CareLab, est ce qu'on appelle un Living Lab. Le concept de Living Lab, c'est le concept de l'innovation participative, où vous mettez autour d'une problématique des cultures très différentes, à la fois des ingénieurs durs, des gens qui font des circuits informatiques, des circuits imprimés et autres, des médecins, des paramédicaux, et puis des ingénieurs d'innovation qui sont là pour faire prendre la magie de l'interaction entre ces personnes pour sortir des idées. Et j'ai oublié de mentionner les patients qui eux-mêmes sont impliqués. Et avec un Living Lab, ce qui peut vraiment être créé à tout endroit, hein, ça demande très peu d'argent, simplement une dynamique de faire se rassembler des personnes pour, identifier des problèmes non résolus du quotidien des malades ou du quotidien des soignants. 2, sur cette base, aller chercher dans l'existant technologique qu'on trouve un petit peu partout des briques de solutions qui pourraient permettre de construire quelque chose à façon. Et 3, avec cette capacité de prototypage que vous voyez illustrée en haut à droite, réaliser de manière itérative des séries de prototypes
qu'on teste ensuite avec les paramédicaux, les médecins et les patients, qu'on modifie pour s'adapter mieux aux besoins et qui, par plusieurs cycles, finissent par arriver à soit une solution digitale pure, c'est ce qui est illustré à droite, soit un outil physique pour différentes indications. Et je crois que dans les diapos qui suivront, vous aurez quelques illustrations de ça. Mais là, on est au niveau des outils. Autre outil, il n'y a rien de plus frustrant lorsque vous avez une idée de ne pas pouvoir montrer qu'elle fonctionne directement sur les personnes à qui elles sont destinées. Et on manquait à la petite salpêtrière d'une structure capable de faire la transition entre la recherche préclinique et la recherche clinique. Et on a créé Neurotrial. Alors, vous voyez en haut à gauche que ça s'appelle une CRO. CRO signifie Contract Research Organization. Ce sont simplement une équipe de 6-7 personnes qu'on a débauchées de l'industrie et qui sont des spécialistes de l'organisation, de la rédaction et de la réalisation d'essais cliniques précoces pour montrer l'efficacité d'une molécule, l'efficacité d'une technologie médicale ou même l'efficacité de toute intervention qui pourrait dans le soin avoir une efficacité. Ça peut être de la thérapie cognitive assistée par différents outils ou autres. Et cet outil est là pour éviter ce qui se passe très souvent dans le domaine de l'innovation, un petit peu partout, mais peut-être beaucoup en France, d'avoir un réservoir d'idées considérable qui reste bloqué en phase de démarrage parce qu'il n'y a pas le moyen d'aller faire cette preuve de concept chez le patient. Et je vous disais, pour tout ça, ça ne peut pas fonctionner sans carburant. Et donc, on a différents outils, donc ce sera un peu embêtant de vous les détailler, mais qui permettent de financer pour le premier carnet de maturation simplement la validation d'une idée. On a choisi de faire ça extrêmement simplement parce qu'on sait que vous avez tous et toutes des dossiers de 30 pages ou 40 pages lorsque vous devez faire des demandes de financement. Là, c'est une page pour libérer de l'argent. Le Carnot Tools qui est en dessous pour créer des outils pour la recherche. Initiative soignant, c'est des prototypes de technologies à destination des soignants ou des patients. Et le dernier outil, Neurocatalyse, qui est le plus important financièrement, c'est pour financer la preuve de concept clinique, donc la première étude chez le patient. Dernier outil, l'incubateur. Alors, c'est une carte du 13e arrondissement que vous voyez en haut à droite. Et je ne sais pas si vous verrez ma souris, mais l'Institut du cerveau est basé dans la Salpêtrière. Ici, donc notre premier incubateur occupe un des étages de l'Institut. Il fait un peu plus de 1000 mètres carrés. Donc, on a démarré avec cet incubateur et comme il a plutôt bien fonctionné puisque les entreprises se sont multipliées, donc là, 30 entreprises, c'est le nombre d'entreprises qu'on a eu aujourd'hui et les fonds levés jusqu'à 2020 étaient de 250 millions. On est maintenant à 650. Donc, comme cette approche d'entrepreneuriat précoce a fonctionné, on a ouvert un nouveau site que vous voyez ici, qui est la station F, qui a été créée par Xavier Niel, juste à côté du quai de la gare, dans laquelle les startups développant des solutions digitales s'installent. Et depuis maintenant 1 an et demi, on a un nouveau campus qui est juste entre les deux. Donc tout ça c'est une distance de 300 mètres en fait, entre chaque bâtiment, qui lui est dédié aux technologies médicales. Donc maintenant 3 campus, le premier pour le médicament, le deuxième pour la technologie, et le troisième pour les solutions purement digitales. Alors, je passe à quelques exemples pour vous mettre un peu dans le vif et dans le dur. Alexandre Carpentier est le patron de la neurochirurgie à la Pitié-Salpêtrière. Il a toujours été frustré par différentes choses, le manque de finesse parfois qu'a la neurochirurgie. Et il s'est intéressé dans un premier temps aux ultrasons comme une façon de créer de l'échauffement sur des tumeurs et donc de brûler des tumeurs cérébrales. Et après avoir développé cette première application, la littérature a montré que les ultrasons ont aussi une vertu considérable, c'est qu'elles permettent d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique, qui est donc cette membrane qui entoure les capillaires sanguins et qui empêche le passage d'un grand nombre de molécules dans le cerveau, ou de contaminants, virus et autres. Et cette barrière qui, dans des conditions physiologiques, est formidable pour notre santé, devient problématique quand vous avez besoin de faire passer une thérapie dans le parenchyme cérébral. Et donc, avec cette petite capsule que vous voyez qui fait donc la taille d'une pièce de 50 centimes, pour ceux qui se rappellent de à quoi ressemblent des pièces, vous avez la possibilité localement d'avoir un faisceau d'ultrasons qui va aller au niveau qui vous intéresse, et donc d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique uniquement à cet endroit, pour avoir une délivrance prolongée et ciblée du médicament d'intérêt à cet endroit.
Et donc, éviter également ce qu'on appelle les effets off-target du médicament qui agiraient ailleurs que là où ça vous intéresse. La première preuve de concept, qui est maintenant presque sur le marché, puisqu'elle est en phase 3 d'essais cliniques, est sur l'augmentation de l'accès aux tumeurs, aux glioblastomes. Donc, où l'utilisation de cette technologie permet de multiplier par 5 le passage de médicaments dans le parenchyme cérébral. Michel Levain-Cuyenne, là on parle dans la technologie médicale, s'est intéressé à une chose. Ce que vous voyez sur la droite, cette image, c'est les phases de sommeil avec l'arrivée dans le sommeil dit onde lente, où tout notre cerveau aussi, enfin tout notre cortex aussi a une fréquence d'à peu près 1 Hz. Cette période du sommeil, donc endormissement et puis le slow wave sleep, est la période où on fait de la consolidation mnésique en particulier. C'est donc une dérégulation de cette phase de sommeil est associée dans les domaines que vous connaissez bien aux dépressions, et puis dans le nôtre, à une perte de consolidation mnésique. C'est valable dans la maladie d'Alzheimer, c'est valable dans la maladie de Parkinson. Et donc, ce que Michel s'est demandé avec mon équipe, c'est est-ce qu'on avait moyen, par de la stimulation sonore, pendant le sommeil, d'augmenter cette phase d'onde lente. Donc, voici le concept. Et il se trouve que ça fonctionne. Donc, il suffit entre guillemets, pendant le sommeil, d'avoir un petit bouchon d'oreille émetteur de son et de caler une stimulation auditive à la montée des ondes lentes pour avoir des ondes lentes qui ont une amplitude plus élevée par rapport aux ondes lentes habituelles et une phase d'onde lente plus longue. Donc, si les modèles précliniques sont vrais, ça doit se traduire par un renforcement de la consolidation mnésique et par des effets procognitifs plus larges. Et donc, les essais cliniques sont en cours avec une start-up qui a été créée par Michel pour valider ce concept. Dans la maladie de Parkinson, je ne sais pas si la vidéo va fonctionner. En tout cas, il faut que je la mette sans le son parce que le son est affreux. On s'est rapproché d'un groupe qui crée des jeux vidéo en se demandant si, par l'interface Kinect qui lie les mouvements de la personne, on pouvait avoir un effet de rééducation. Et donc là, le jeu que vous voyez s'afficher, c'est un jeu qui a été développé pour la réhabilitation du membre supérieur post-AVC, où le malade pilote le petit poisson avec le bras qui est hémiparésique. Et vous le voyez sur la droite. Et donc, il va pouvoir mener sa rééducation avec cet outil de jeu vidéo. On a réalisé un second jeu vidéo avec pour objectif de prévenir les chutes dans la maladie de Parkinson. Et là aussi, avec un essai clinique de phase 2 qui a pu montrer en multicentrique une diminution de près de moitié des chutes de patients Parkinson. Et ce concept-là, ce qu'il y a d'intéressant à partager avec vous, c'est que développer un jeu comme ça, pour les spécialistes de jeux vidéo, c'est rien du tout. Ça se fait en quelques mois. C'est vraiment pas un jeu qui est au standard des années 2020. Donc ça se fait très très vite. C'est très légèrement addictif, mais pas trop. Mais ça permet de maintenir une adhérence de la personne malade au jeu. Et on peut voir que non seulement il y a une adhérence, mais il y a un effet qui est exactement celui qu'on aurait si on était accompagné dans un environnement hospitalier pour faire ces exercices. On a pu voir aussi, c'est un domaine qui pourrait vous intéresser, que lorsqu'on appliquait un jeu de ce type pour faire de la stimulation cognitive sur des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer, la première chose qu'on observe, c'est une diminution de l'apathie. Donc une reprise de la motivation de ces personnes malades. Et donc tout ça est depuis intégré dans une entreprise suisse qui s'appelle MindMaze et qui va commercialiser ces différents jeux. Une autre illustration de ce que l'innovation peut donner, c'est un jeune chercheur de l'Institut, Johan Attal, qui travaillait sur les signaux EEG et qui s'est demandé s'il pouvait créer une interface cerveau-machine, au sens non invasif, pour permettre la gestion de l'anxiété et du stress. Donc, la signature corticale de l'anxiété est relativement bien connue. Hein, c'est une bande de fréquences autour du mu. Et donc, l'interface qu'il a développée dans son entreprise, c'est un casque, à peu près comme le casque qu'on peut utiliser dans le métro ou dans les transports, et puis une série d'électrodes qui vient en pariétal et qui va mesurer le signal de stress et corréler la lecture de signal de stress à un retour sonore.
Et donc, c'est tout le programme logiciel qui est mis dans l'application smartphone permet d'identifier que la signature de stress est là parce qu'on entend des sons discordants et donc de travailler à harmoniser les sons qui sont entendus jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement harmonieux et où on sait que la signature corticale du stress et de l'anxiété a été effacée. Je simplifie bien sûr à l'extrême ce qui a été fait là-dedans. Et puis au niveau hospitalier, là c'est des choses plus récentes mais aussi plus simples, mais pour vous dire que l'innovation, ça peut être des choses qu'on développe très rapidement et très simplement. Benjamin Rohaut, qui travaille en neurophysiologie chez nous, nous fait part d'un problème, enfin d'une série de problèmes qui est sur la participation de l'ensemble du corps médical à l'évaluation des patients. En me disant, en caricaturant, la façon dont ça se passe, c'est qu'on a des staffs, les gens ne viennent pas toujours totalement préparés, et puis on ne sait jamais si la décision est prise parce que tout le monde a bien réfléchi ou bien parce que quelqu'un a parlé en premier. Et donc, il a développé avec nous une série d'interfaces. La première, pour que les soignants puissent scorer les patients et que ce scoring fait par les soignants soit pris en compte lors des staffs médicaux. Et il y a un deuxième outil qui est finalement l'embryon d'un outil de RCP pour les réunions cliniques pluridisciplinaires, qui permet que tous les membres cliniques, tous les médecins dans un staff puissent avoir examiné un dossier avant d'arriver en staff le lundi matin, émettre leur avis, leurs recommandations et faire la synthèse de ces recommandations pendant le staff pour que l'ensemble des recommandations soient bien prises en compte. Et c'est quelque chose qui maintenant, donc, qui a mis, je sais pas, moins de 6 mois à développer et qui est maintenant utilisé en routine dans le service et en cours de transfert à une startup. Je vais peut-être passer rapidement. Là, on est vraiment sur des exemples très précliniques. Quand on fait de la recherche sur les rongeurs, on a besoin de pouvoir faire de l'électrophysiologie fine et donc de développer des nouveaux systèmes pour faire de l'implantation d'électrodes. Celui-ci vous parlera peut-être davantage. C'est dans notre MPR à la Salpêtrière, il y a des ateliers de cuisine thérapeutique pour faire reprendre des habiletés motrices et des capacités de planification à des patients post-trauma. Ça peut être vraiment un trauma lié à un choc ou bien après un AVC. Et donc, on a développé une sorte de, on va dire robot, mais en réalité, c'est une interface sur une tablette d'aide à la préparation du repas, qui prend en compte le niveau d'invalidité de la personne pour la guider dans la préparation de différentes recettes qu'on a fait avec l'Institut Bocuse à Lyon. Et donc, commencer en contexte hospitalier, continuer avec les soins de suite et à la fin, à domicile, continuer avec cet accompagnement qui fait le lien avec le soignant et qui permet au soignant de voir le niveau de réussite dans la préparation du repas et sur cette base, d'ajuster le niveau de difficulté qui est laissé à la personne malade jusqu'à ce qu'à la fin, dans les meilleurs cas, ça soit une recette comme chez Marmiton et que ce soit fait de manière autonome. Donc là aussi, alors là, ça a été plus complexe. L'idée était simple à avoir, elle venait de personnel paramédical. Et l'intégration, là, les ontologies pour avoir quelque chose qui tenait la route avec différentes recettes et un niveau de guidage de la personne malade qui correspondait aux différents degrés de handicap, ça a été un petit peu plus long. Donc on a mis quelque chose comme 3 ans pour le développer. Alexandra Dur, chez nous, c'est une clinicienne qui s'intéresse beaucoup aux pathologies du mouvement, donc à la fois la maladie de Huntington, les dégénérescences spinocérébelleuses, et qui a une question qui est celle de la mesure objective des dysfonctions cérébelleuses. Et ces dysfonctions, elles se mesurent en neurologie classiquement par un jeu où on va demander aux patients de prendre des petits plots, de les saisir avec le bout des doigts, et compter le nombre de réussites, et puis ensuite de faire un exercice de tapping où il faut, et ça mesure la fonction cérébelleuse, il faut taper 2 plots d'un côté et de l'autre. Tout ça est fait de manière manuelle avec une infirmière plein temps pour compter, donc ça demandait beaucoup de temps humain, et donc on a développé ce petit plateau, là encore très simple, qui a une seule vertu, c'est que les scores sont objectivés, et donc on sait précisément combien de temps la personne a mis pour attraper tous les petits plots qui se retrouvent au centre de ce dispositif, et puis combien de temps elle a mis pour faire le tapping sur les 2 extrémités et mesurer cette performance. Et c'est une solution, alors ça me permet d'ouvrir une fenêtre, je vois le temps. Véronique, tu n'hésites pas, parce que je vois que je commence à être extrêmement bavard, donc vous m'interrompez n'importe quand.
Il y a un message Oui, en important fait, ici. s'il y avait des questions au fur et à mesure sur ces innovations, je pense Oui, que oui, vous interrompez n'importe quand, hein, bien sûr. voilà. Et puis oui, effectivement, qu'on laisse un peu de temps pour la discussion, Alexis. Donc Ouais, ben, je vais voilà. peut-être conclure, je vais conclure peut-être sur cet exemple et puis après vous parler de la façon dont on espère avec la Fondation fondamentale élargir cette dynamique ensemble. Un des messages clés qu'il y a ici, c'est que l'innovation ne veut pas dire gros sous ni gros revenus avec une grosse entreprise. Il y a énormément de façons de diffuser l'innovation qui peuvent passer par le do-it-yourself et par la diffusion libre de solutions. Cet exemple-là en est un. Donc, on a mis à disposition les plans de conception du dispositif. Et donc, tous les sites qui veulent, dans le monde, qui veulent imprimer sur une imprimante 3D leur dispositif pour mesurer les dysfonctions cérébelleuses peuvent le faire. Ou alors, ils peuvent aussi avoir recours à notre service de Fab Lab pour leur faire les impressions et leur envoyer. Donc, je vais passer toute la suite qui va dans le même domaine pour vous dire que sur cette base, donc l'innovation, c'est formidable. J'espère que vous y croyez aussi. C'est formidable parce que c'est vraiment possible. Et il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir que des grandes entreprises. Il suffit d'avoir des idées, pas trop de barrières mentales, et puis deux, trois outils pour avancer. Et on peut faire avancer des choses qui parfois sont rapidement utiles aux personnes malades. En région Île-de-France, il y a une autre chose, c'est que certains des outils que je vous ai présentés, je vous les ai donnés sous l'angle de la neurologie. En réalité, l'angle de la neurologie est un prisme qui est très étroit. On est convaincu, je pense que Marion et beaucoup d'entre vous l'être aussi, qu'il y a un problème de neurosciences au sens large et que nos domaines respectifs, déficience sensorielle, psychiatrie, neurologie, finalement, c'est des applications différentes de problèmes de neurosciences. On peut donc tout à fait mutualiser ces outils, les partager et avec ça être plus efficace. Et pour atteindre cet objectif, on a décidé de se rassembler entre donc l'Institut du cerveau, l'Institut de la vision pour les déficiences sensorielles et la Fondation fondamentale en région Île-de-France pour un projet dit de biocluster, qui est un financement venant du gouvernement français. En disant tous ensemble, on va pouvoir développer ces méthodologies pour avoir une innovation qui se développe plus vite et qui est plus rapidement mise à disposition de nos malades. Et on va pouvoir le faire parce qu'on a ces approches translationnelles qui vont de la recherche très fondamentale à la recherche la plus appliquée, parce qu'on a des plateformes, et on va en créer d'autres, d'accélération technologique, où les startups vont pouvoir venir travailler avec nous pour tester des solutions, les valider, et parce qu'on a ces environnements hospitaliers, cette connaissance fine que vous tous avez des patients et des patientes, qui sont totalement indispensables pour faire une médecine de demain qui a du sens. Donc ce projet s'appelle Brain and Mind, et vous voyez que son objectif global est de réussir, je crois que j'ai une alignation en plus, je suis désolé, ça n'a pas tout à fait bien collé. Alors, beaucoup de partenaires institutionnels, excusez-moi si cette diapositive est illisible, mais je vais finir avec ça, des industriels, tout ça pour arriver à ce cercle où, en partant du patient, on va pouvoir accélérer, sur la base de la connaissance, la partie qui nous permet de remonter vers du produit. Et donc, la recherche et l'innovation. Voilà, je vous remercie. Moi, j'ai déjà une remarque que je trouve très, très importante. Bon, d'abord, merci d'avoir replacé la définition de l'innovation, qui est vraiment importante, parce qu'on a souvent un abus de langage sur innovation et quelque chose de nouveau. Donc ça, c'était utile. Et ce que je trouve très bien, c'est aussi la façon dont tu approches l'innovation en disant qu'il faut avoir de la diversité. C'est-à-dire que l'innovation, elle va se faire là où, entre guillemets, il y a des conflits, mais des conflits positifs, parce qu'on aura mis des disciplines différentes, des cultures différentes aussi. Et ça, c'est une notion très, très importante, je trouve, pour l'innovation. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques pour Alexis, mais sinon, moi, je sais que vous êtes en Institut Carnot, en fait, et je voudrais que tu expliques
que tu expliques un peu à tout le monde ce que c'est qu'un Institut Carnot et comment vous en avez bénéficié justement pour tous vos outils et vous êtes parti avec combien d'entreprises, enfin voilà, si tu pouvais élaborer un peu sur l'Institut Carnot, je pense que c'est le bon endroit. Avec plaisir. On rentre dans les cuisines des outils nationaux pour aider l'innovation. Donc, il y a une volonté gouvernementale forte depuis longtemps de stimuler l'innovation, en plus de la recherche. Et donc, parmi les outils qui ont été créés, il y a l'outil dit Carnot. Et donc, Carnot, c'est un label qui est donné par le ministère de la Recherche via l'Agence nationale de la recherche et qui récompense les instituts qui ont une dynamique structurée en faveur des collaborations avec l'industrie. Donc pour être Institut Carnot, être labellisé Institut Carnot, il faut avoir un périmètre rassemblant au moins, de mémoire, 300 chercheurs et avoir au moins 10% de son budget consolidé venant des interactions avec l'industrie. Et quand vous avez ça, vous présentez un dossier expliquant la stratégie que vous avez pour augmenter ça, augmenter l'impact que vous avez pour le développement d'innovation par des entreprises. Là, on parle pas nécessairement des innovations des instituts, mais de l'accompagnement des innovations d'entreprise. Et vous décrochez le label pour 5 ans qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça vous met dans un réseau d'une trentaine d'instituts avec des instituts d'ingénierie comme le CEA-Leti et bien d'autres, l'INRIA, qui vous permettent d'échanger avec des personnes justement qui sont de cultures différentes et qui ont mis en place des outils d'innovation différents. Donc, c'est une source d'inspiration, qui ont mis en place des démarches qualité et structurées pour aller vers l'industrie. Ça aussi, c'est une source d'inspiration. Et puis, de manière plus prosaïque, vous récupérez 15% de bonus à chaque fois que vous faites un partenariat industriel. Donc, 1 million de partenariats industriels, paf, 150 000 € qui arrivent sur vos budgets et qui vous permettent de le réinvestir dans des projets d'innovation. Quand je vous parlais des petits fonds de maturation qu'on a mis en place, vous avez vu des Carnot quelque chose, parce que c'est de l'argent de Carnot. Donc, on a des revenus industriels et ces 15% de bonus qui sont touchés servent à financer les projets amont venant des équipes. Oui, donc c'est un vrai poumon. Pardon. Ouais, je crois qu'il y aura un nouvel appel à projet Carnot en 2024, si je ne me trompe pas. Parce que c'est par phase. D'autres questions? Si j'essaie de voir si quelqu'un lève la main. Allez-y, prenez le floor. Donc, en fait, il y a aussi une autre notion. Donc, dans l'innovation, il y a ce lien évident entre le besoin et l'innovation. C'est-à-dire que est-ce que il y a des innovations qu'on n'attendait pas et qui vont remplir un besoin. Alors, en médecine, chez les patients et les aidants, peut-être pas. Encore que, est-ce que tu as des innovations plus au niveau organisationnel qui n'étaient pas forcément attendues et qui sont remontées? Est-ce que tu as ce genre d'exemple à la Salpêtre, à l'ICN? Oui, il y en a quelques-uns, c'est pas les plus faciles à gérer. Mais donc typiquement, l'outil pour les réunions cliniques pluridisciplinaires, que je mentionnais dans un des exemples, c'est un outil d'organisation du soin pour favoriser l'efficacité des décisions en staff. Et ensuite, on a dans les demandes de financement qu'on a reçues récemment, beaucoup de choses pour favoriser le lien avec les soins de suite, donc la continuité extra-hospitalière. La difficulté qu'il y a dans ces domaines-là, là c'est vraiment un échange ouvert, c'est qu'il y a énormément de choses qui se créent un peu partout et il est difficile de savoir comment on réussit à avoir un effet levier et pas juste être une superposition de ce qui existe déjà. Donc aujourd'hui, on aimerait beaucoup développer ces sujets et on sent qu'on manque vraiment d'expertise pour le faire bien. Oui, je vois ce que tu veux dire. On pourra en parler en off parce qu'il y a un projet comme ça qui est venu dans le lab fondamental. Donc, l'autre chose que je trouve très intéressante quand on parle de l'innovation en neurosciences et en psychiatrie aussi, hein, c'est le risque. Alors, tu viens de nous expliquer qu'avec un Institut Carnot, tu peux prendre des risques puisque tu as un petit peu t'as de l'argent pour prendre des risques. Mais toi, avec ton expérience dans l'industrie, ton expérience de toutes ces années,
la gestion de ce risque, hein, comment c'est? Est-ce que tu dis, bah voilà, j'investis 1 million et je sais que de toute façon, il y aura forcément 80% de pertes, mais les 20% vont faire qu'on va gagner suffisamment. Ou, enfin voilà, cette gestion du risque, hein, qui est, à mon avis, cruciale en innovation et qui est souvent, je vais faire une petite critique, mais je trouve qu'elle est souvent mal gérée en France en général, pour quelqu'un qui, comme moi, vient de l'Agence nationale de la recherche, qui est vraiment compliqué à gérer. C'est une très très belle question et pas facile. Il y a plus d'opinions que de science sur la façon de gérer ça. À titre personnel, moi j'aime bien les modèles bio-inspirés. Et donc la bio-inspiration, elle nous dit, quand on regarde par exemple le développement du cerveau, qu'au début, on crée beaucoup de neurones, beaucoup de synapses, et qu'on n'a pas peur d'en faire un peu trop, et qu'ensuite on sélectionne. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit en périnatal. Et donc, moi, je suis assez fan de cette idée qu'il faut prendre le risque, même si on n'est pas sûr de comprendre au départ, mais avec des petites sommes, parce qu'il faut quand même pondérer le risque. On ne peut pas dépenser des millions sans trop savoir. Et ensuite, avec ces premiers amorçages, on commence à sentir en général si ça va dans le bon sens ou si la piste ne va pas pouvoir aller plus loin. Et alors, vous pouvez passer à la deuxième phase, qui est la phase de maturation synaptique, entre guillemets, où plus vous avancez, plus vous cadrez. Donc le début très lâche, il faut laisser la chance à peu près toute idée, sauf bien sûr idées qui sembleraient totalement délirantes, mais laisser la chance aux idées. Naturellement, les meilleurs vont émerger. Et après, dans une deuxième phase, on peut devenir beaucoup plus, entre guillemets, industriel, donc cadré avec du project management, s'assurer qu'on suit, qu'on ne perd pas en route. C'est ce qu'on essaie d'appliquer, c'est ce que j'aurais tendance à recommander. Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant. Merci pour cette vision bio-inspirée. Alors, d'autres questions? Marion, vous voudriez peut-être ajouter quelque chose, Marion, sur le Brain and Mind, ce biocluster qu'on construit justement avec tout ce qu'il faut pour l'innovation, c'est-à-dire des gens qui viennent de divers horizons et de diverses cultures? Non, mais je pense que ça serait bien que Alexis nous explique un petit peu le mécanisme et la manière dont on va travailler ensemble pour stimuler l'innovation dans des domaines qui ont finalement énormément de points communs et qui d'habitude ne fonctionnent pas ensemble. Donc, je pense que déjà, ça, c'est une première très grande innovation. Oui, effectivement. Donc les bioclusters, c'est toujours dans les outils dits France 2030 pour stimuler l'innovation. Ils devraient être dotés de 60 à 100 millions d'euros individuellement sur 10 ans. Et avec ça, pouvoir faire du dérisquage de technologies et d'innovation. Donc, ce que vous avez peut-être vu là dans la présentation, mais à une puissance N, structuré dans différents domaines, donc pas seulement la neurologie, mais tout le domaine des neurosciences. Et puis, une deuxième étape de structuration des outils pour la recherche clinique. Donc, vous avez déjà une immense structuration de réseau avec Fondamental. La question que Brain and Mind pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'on peut mettre à l'échelle des biomarqueurs pertinents pour les systématiser dans les recherches cliniques? Comment on peut investir pour développer de nouvelles méthodologies d'essais cliniques, des dessins adaptatifs, par exemple? Et puis, une dernière étape, qui est l'étape disons, presque cyclique d'aller préparer l'écosystème de demain avec de la formation d'ingénieurs pour les attirer vers le domaine de la santé. Ils ont tendance à aller dans les big tech et pour développer leur savoir dans des applications qui sont des applications médicales. Et Marion a raison, je crois que ce qui est très spécifique et très stimulant dans Brain and Mind, c'est que on n'a jamais discuté en se disant qu'il y avait d'un côté la neurologie, de l'autre la psychiatrie, et encore d'un autre côté les pauvres de l'ophtalmologie, mais comme tous travaillant sur les neurosciences, avec des méthodologies différentes et qu'on devait plus les partager pour être plus efficace. Mais il y a un point, Alexis, que vous n'avez pas beaucoup abordé, qui est une de mes grandes préoccupations, qui sont les freins à l'innovation. C'est-à-dire de votre côté, de soit directeur de l'innovation, soit directeur des incubateurs, etc. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur tout ce qui freine le passage de l'innovation à l'industrie et à la mise sur le marché? Et comment est-ce qu'on peut améliorer cette étape qui moi, j'ai toujours l'impression de loin, qui est bloquante en France à différents niveaux?
Ok. Ça finit un peu Bon, l'enthousiasme. non mais on va finir sur un mode moins enthousiasmant. Donc c'est vrai qu'il y a encore des freins, ça va mieux. Il y a, bon, au niveau industriel, on l'a dit, il y a eu un frein d'absence de volonté de prendre de risques dans des domaines qui sont pourtant d'une importance majeure. Et ça risque de rester chez les gros, mais on ne l'a pas chez les petits. Donc je trouve qu'on est plus dans une phase d'opportunité où la destruction du monde des grandes pharma fait qu'il y a des tonnes de jeunes startups qui arrivent et que ça donne des possibilités d'innovation, avec beaucoup de capacité d'investissement pour les faire grandir si elles ont quelque chose de solide. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à jouer de vraiment très important, pas l'académique ni le centre hospitalier seul, mais toujours avec une startup qui arrive avec des idées souvent en vrac, mais qui peuvent être structurées, rationalisées par l'expertise clinique des centres pour faire quelque chose qui est véritablement convaincant et qui va lever de l'argent, qui va permettre de développer une solution. C'est une première façon de lever les freins. Donc, eux n'ont pas la pertinence pour lever de l'argent et nous, on n'a pas la solution startup. L'ensemble des deux fait quelque chose qui fonctionne bien. Il y a des freins administratifs historiques forts en France qui sont liés aux structures dites de transfert de technologie. Ça s'améliore avec le temps parce que c'est un truc un petit peu récurrent. Ce qu'on a vu dans le périmètre Institut du cerveau qui fonctionne bien, c'est ce qui s'appelle le mandat unique. C'est la capacité à l'ensemble des acteurs qu'on va avoir autour d'un projet, donc il y a toujours l'université, l'INSERM, un centre hospitalier, de désigner un seul interlocuteur qui va parler au nom des autres et qui va être tenu par les délais. Ce qui est pas toujours le cas, parce donc on a comme ça des projets d'innovation qui avancent pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons administratives. Donc le guichet unique, vraiment à défendre, je crois très très vigoureusement, parce que c'est ce qui permet de ne pas accumuler les délais. Et puis, au niveau administratif, mais plus réglementaire français, il y a peut-être encore un besoin d'acculturation des autorités réglementaires au fait que l'innovation, c'est une urgence. Et qu'il faut parfois changer le cadre de lecture pour permettre à des projets innovants d'être proposés aux malades. Et là aussi, il y a eu une période un peu désastreuse où il fallait attendre des mois et des mois pour avoir un retour de CPP ou une autorisation de rentrer en essai. Ça a tendance à s'améliorer. Peut-être que la phase Covid va faire que tout le monde aura découvert qu'il est possible d'aller plus vite et que ça pourrait se poursuivre. C'est aujourd'hui, je crois, les freins principaux. On parle parfois du frein de financement. Je suis moins convaincu parce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent. Un peu partout. Il y en a beaucoup à la BPI. Il y en a de plus en plus à l'ANR. Il y en a beaucoup dans les fonds d'investissement. Et la question n'est pas tellement l'argent, mais la capacité qu'on a à structurer un projet qui va convaincre. Et là-dessus, je crois que c'est en rassemblant les acteurs qu'on passe le niveau de risque qui fait que parfois, ils n'ont pas envie de donner l'argent alors qu'ils l'ont. Oui, au niveau des fonds d'investissement, quand même, il y a aussi une acculturation à faire, en tous les cas, pour nous en psychiatrie, parce que sinon, ils ne sont intéressés en gros que par le numérique et par gagner de l'argent dans 6 mois ou 1 an. Donc, ce court-termisme n'est pas toujours ad hoc avec ce que tu nous as montré aussi comme projet. Oui. Les fonds d'investissement, ça, il faut le voir au départ. Hein. Ils ne vont investir que s'ils se disent qu'ils peuvent faire x10 dans 4 à 5 ans. Et donc, si on n'est pas capable de leur montrer ça, si vous leur demandez 1 million, il faut leur faire apporter 10 millions dans 4 à 5 ans. Si on n'est pas capable de leur montrer, il ne faut même pas aller les voir. Il faut trouver d'autres façons de financer. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'était très, très pédagogue et très complet. Moi, je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de questions sur le brain and mind parce que c'est quand même, ça va être quand même quelque chose d'intéressant puisque il y a il y a les 3 piliers. Peut-être tu peux nous resynthétiser les 3 piliers de brain and mind pour tout le monde en conclusion, s'il te plaît. Oui, donc premier pilier de Brain and Mind, dérisquage technologique, donc c'est l'argent qui permet de valider les idées et d'aller jusqu'à un niveau où tu parlais de l'investisseur, où l'investisseur est convaincu qu'il va pouvoir faire x10.
Et là, il y aura, si on est financé, mais on a bon espoir de faire partie des lauréats, il y aura des enveloppes par projet entre 100 et 300 000 euros. Le deuxième pilier, pour renforcer la structuration des réseaux cliniques dans les différentes indications, développer, mettre à niveau les équipements des centres hospitaliers quand il y a besoin pour normaliser la façon dont on travaille. Là aussi, faire du transnosologique, par exemple, utiliser ce que les ophtalmos ont de faire de l'OCT comme un marqueur de neurodégénérescence, par exemple, de l'imagerie vasculaire rétinienne aussi pour les aspects vasculaires qu'on peut avoir dans différentes pathologies. Et le dernier pilier qui va déployer cette approche de Living Lab que je vous avais présenté, donc de rassemblement de personnes de cultures très différentes pour identifier un problème non résolu et puis aller vers un prototype de solution. Donc, soit un prototype technologique, soit un prototype digital. Et c'est dans ce pilier qu'on va également travailler à la formation et à l'intégration de jeunes ingénieurs et au lien avec le régulateur qui a aussi besoin d'être acculturé pour comprendre qu'il doit être là pour soutenir, pour que tout ça avance vite. Pas par impatience, mais parce que statistiquement, malheureusement, 9 fois sur 10, ça rate. Et donc, il faut multiplier les expérimentations pour en avoir une qui a un succès qui changera la vie des patients. Un très, très grand merci, Alexis. C'était effectivement tout à fait passionnant et on voit que l'innovation, ce n'est pas que l'industrie pharmaceutique avec des très grands groupes, mais aussi des idées très proches de ce dont nous avons besoin pour prendre en charge les patients. Et je pense que c'est une façon nouvelle de réfléchir pour la psychiatrie à beaucoup, beaucoup d'outils dont on a besoin. Donc, j'espère que l'émulation venant de la neurologie va considérablement nous aider. Donc, un très grand bravo pour tout ce que vous faites et un très grand merci de ce partage d'informations et d'espoir très enthousiasmant. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre invitation. Bonne journée à tous et toutes. Et merci à tout le monde d'avoir été nombreux, hein. Merci.